très sympa d'être venu là ce soir. Et puis, merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter ce livre. Si je fais un peu l'ancien combattant, en 2007, au moment du Grenelle de l'environnement en France, la Banque Finance n'était pas au rendez-vous. C'est pas une critique, c'est un état de fait. Au moment du débat sur la transition énergétique, les représentants des entreprises donc désignés par le MEDEF étaient principalement des énergéticiens ou des énergo-intensifs. On n'a pas vu le monde bancaire et financier. Et puis, depuis, grosso modo, 2014, et depuis l'initiative de Ban Ki-moon, on voit l'inverse exact, c'est-à-dire une très forte mobilisation. Et donc, on en est tous très heureux, en tout cas ceux qui sont du côté, au départ, a priori, comme ça, de la cause écologique et climatique. Ils sont très contents parce qu'ils se disent, peut-être que pendant très longtemps, on a considéré que la finance était l'ennemi. Enfin, en tout cas, certains l'ont dit. Sauf qu'on sait très bien que c'est une force de frappe colossale aujourd'hui. Et que donc, au lieu de se poser en dialectique ou en opposant, il serait plus intelligent de se demander comment faire pour qu'il y ait une coopération des mondes. Donc ça, c'est déjà un premier point. Quand on a fait le rapport avec Pascal Canfin pour le président de la République, on travaillait très très longtemps. On a une chance énorme, c'est qu'on était piloté par Laurence Boone, que certains d'entre vous connaissent, qui venait de Bank of America Merrill Lynch, qui est depuis parti chez AXA, mais qui connaissait bien ces sujets-là. Et elle nous a dit un truc que je peux répéter très simplement, qui était, vous avez deux options par rapport à ce rapport. Soit vous vous faites plaisir et vous dites exactement ce que vous pensez, mais vous avez quand même 98 chances sur 100 pour que ce rapport soit classé sur le plan vertical. Soit vous vous confrontez avec Bercy, vous négociez, et on sera très très content de faire la promotion du rapport. Donc c'est un truc très curieux, parce que quand on fait un rapport pour l'administration, en général, on est pris en étau par une administration. Alors, ça peut être les finances, ça peut être l'environnement, ça peut être n'importe laquelle. Et là, on était au niveau de l'Élysée. Et donc avec une sorte de liberté autorégulée par nous-mêmes. Donc c'était quand même vraiment intéressant comme exercice. Moi, je pense que j'aurais fait ça une fois dans ma vie. Et donc on a eu de nombreuses discussions dont certaines ont échoué. C'est un certain nombre d'idées où on n'a vraiment pas fait bouger du tout nos interlocuteurs à Bercy. Puis d'autres au contraire où on voyait bien qu'il y avait des avancées, des percées. Donc le rapport Pascal Canfin, Alain Grandjean, que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait, il est le maximum de ce qu'on pouvait faire en ayant comme contrainte que nous, on avait envie que ce texte, ce document soit communiqué. Il l'a été. Donc Laurence nous a rendu cet énorme service de le communiquer. Il a été communiqué largement au niveau européen, ça je le sais. Il a été diffusé très largement. Alors dans le livre qui est ici, qu'on a rédigé donc avec Mireille Martini, qui n'est pas là ce soir, mais qui était une des rapporteurs du rapport Canfin-Grandjean, on a été un peu plus loin que ce qu'on avait produit dans le rapport. Donc c'est pas du tout un copier-coller du rapport. Il y a donc deux grandes avancées par rapport au rapport. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de lire le livre, même si vous avez le rapport. La première, c'est qu'il y a des éléments pédagogiques. Bon, je vais prendre un exemple très simple dont j'ai discuté il n'y a pas tellement longtemps. On parle de création monétaire dans ce livre. Bon, on fait un peu d'explication de texte pour la création monétaire pour ceux qui ne comprennent pas la création monétaire. Parce qu'on n'a pas fait ça dans le rapport pour le président de la République, c'est clair. On parle de titrisation, on explique assez rapidement. Donc il y a une dimension pédagogique, il y a une envie d'être pédagogique dans ce livre. Et puis, dans l'autre côté du spectre, une envie de dire des choses qu'on n'avait pas écrites ou dites dans le rapport officiel, parce que ça nous paraissait de nature à enterrer le rapport. Mais là, il n'y a personne pour enterrer le bouquin, donc on peut un peu plus se lâcher. Voilà. Donc ça, c'est un peu le préambule et l'idée générale. Maintenant,
pour entrer un peu dans le contenu, je vais suivre le déroulé du livre rapidement, c'est pour ça que je me suis mis là. C'est pas pour le lire, mais c'est juste pour ne pas oublier un point clé. Alors, les 2 premiers chapitres sont assez simples, c'est des rappels. En termes d'enjeux, on démarre par l'histoire maintenant ultra connue qui est le climat est un sujet, on sait qu'il se dérègle, on sait pour quelles raisons, on sait à peu près ce qu'il faut faire, c'est-à-dire décarboner l'économie. Alors, petite parenthèse d'une milliseconde, on a un angle très énergie-climat, et moi je sais bien, puisque je suis au conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, qu'il y a bien d'autres enjeux environnementaux et écologiques, et que évidemment, quand on est dans la posture du décisionnaire, on ne va pas tenir compte que de la question du carbone, il va bien falloir tenir compte des questions d'eau, des questions de biodiversité, des questions de rareté, des conditions sociales, il y a plein d'autres sujets, évidemment, mais on prend ce fil parce qu'on ne fait pas un bouquin de 1000 pages. Donc ça, le début, c'est un rappel. Donc je pense qu'il n'y a pas tellement de nouveautés là-dedans. On essaye d'être synthétique sur la question. Il y a peut-être un point sur lequel on insiste un peu parce qu'il n'est pas souvent assez connu, qu'on avait mis bien en évidence dans le rapport avec Pascal, c'est que la question du découplage des émissions de gaz à effet de serre et du PIB est une question qui est beaucoup plus lourde qu'on ne croit en règle générale. La question du découplage, c'est que grosso modo, vous avez un PIB qui croît. Alors aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de croissance, il y a quand même 3% de croissance par an. 3%, on double n'importe quoi en 69 divisé par 3, c'est-à-dire 23 ans. Donc un taux de croissance de 3%, c'est une exponentielle, hein. Faut quand même bien s'entendre. Donc on est sur un PIB mondial qui croît comme ça, de manière exponentielle. Et puis, les émissions de gaz à effet de serre, hein, je vous les représente à la main, il faut qu'elles fassent ça, qu'elles plafonnent, et puis qu'ensuite elles descendent et qu'elles fassent une très jolie parabole. Hein. C'est ça l'idée. Et donc le découplage, c'est que vous avez un machin qui veut faire ça, et un machin qui doit faire ça. Et donc quand vous faites des petits calculs tout à fait simples, hein, qui sont l'intensité carbone du PIB, ça fait vite des choses importantes. Hein. Si vous avez des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre au total qui étaient à 40 milliards de tonnes en 1990, qui ont cru, elles sont à 50. Le total des INDC à ce jour, c'est 60 en 2030. Hein. Et le but du jeu, c'est d'arriver à 40, puis 20 en 2050. Hein. Donc le 40 de 90 divisé par 2, ça fait 20 en 2050. Puis après, on doit arriver à la neutralité carbone. Si votre PIB, lui, ne cesse de croître avec le facteur dont j'ai parlé, ça veut dire que l'intensité du carbone, elle doit être divisée par un facteur 10, en fait, d'ici 2050. Donc c'est colossal. Et donc il y a quand même quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de mal à accepter, c'est que pour de vrai, si on respecte pour de vrai l'accord de Paris et donc la limitation des émissions pour être sur une trajectoire sous 2 degrés, c'est une révolution. Alors donc quand Isabelle Kocher, patronne d'Engie, parle de révolution, c'est ça qu'elle veut dire. C'est que c'est vraiment une très forte mutation de tous nos systèmes économiques. Parfois, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, bon, d'accord, on n'y arrivera pas, quoi. Donc j'ai fait une intervention il n'y a pas tellement longtemps auprès d'une grande banque de réseau que vous connaissez très bien. Et l'un des gars qui était là, qui était un assez haut niveau hiérarchique, m'a dit, bon, de toute façon, on ne va pas y arriver. C'est aussi simple que ça, quoi. On ne va pas y arriver. Hein, donc il faut faire attention à l'information. C'est que quand je te raconte ce que je dis là, ça peut décourager Biancourt. Hein. Ouf, c'est très compliqué. Alors immédiatement, je nuance sur deux volets. Le premier, c'est que si je ne prends que l'électricité, vous savez peut-être que l'électricité, c'est en France un quart de la demande finale d'énergie, 25%. Qu'en moyenne mondiale, c'est 20%. Donc c'est entre un quart et un cinquième de notre problème énergétique. Et bien les rapports entre l'intensité carbone d'un kilowattheure entre les pays les plus carbonés qui soient, c'était en grosso modo la Chine et les pays qui ont une source d'électricité qui est essentiellement au charbon, hein, c'était du type 1000 grammes CO2 le kilowattheure, et les pays très vertueux du point de vue carbone qui sont en gros les pays où il y a beaucoup d'hydraulique, comme le Brésil. Et dans nos pays, nous, on est assez vertueux du point de vue du carbone, hein, donc avec l'hydronucléaire. Là, on est à moins de 100. Donc on a un rapport de 1 à 10, largement, entre un pays très carboné et un pays peu carboné. Donc le rapport 10, si je prends le sujet de l'électricité, c'est pas un